Tu es venu me dépouiller du trésor, ça m'amuse. Je vais t'aider à le compter si tu veux. Allez, finissons-en. Eh ben viens te battre avec tonton Doc. Ah, L'île aux pirates, un des plus gros naufrages au box-office, ayant coûté la bagatelle de 115 millions de dollars en comptant le marketing, et qui ne rapporta que 10 millions en tout et pour tout sur le sol américain. Il a coulé le studio qui le produisait, t'as eu des blessés, des malades, des explosions, et aurait même anéanti la carrière de tous ceux qui étaient impliqués. Une chute terrible. Et je me dis que c'est un peu grâce à toute cette histoire qu'on se souvient un peu de ce film, et du coup ça tombe bien parce que moi je l'aime bien ce film. Faut dire qu'il s'est retrouvé avec pas mal de handicaps. Déjà il est sorti le week-end de Noël, alors que c'est pas vraiment la période pour dévoiler un machin ensoleillé, je veux dire, le même jour t'avais Balto et Mort Subite, quand même un peu plus raccord. Et en plus au même moment t'avais aussi Jumanji au cinéma qui cartonnait. Et 6 mois auparavant, eh bien t'avais une autre production maritime qui avait aussi fait la une des journaux à cause de son tournage catastrophique, et donc le public n'avait peut-être pas envie de se faire avoir une seconde fois. L'amour. Qui saurait l'expliquer? Dépêchons, ils sont le coffre. Votre avenir est au bout. Et en cerise sur le gâteau, la compagnie Carolco Pictures, qui produisait L'île aux pirates, avait déposé le bilan le mois d'avant, donc bon, ça incitait pas franchement à se déplacer. Et c'est dommage, parce qu'il est cool. Déjà, c'est un film d'aventure, avec une chasse au trésor, dans de super décors naturels. T'as Gina Davis en capitaine, et j'adore Gina Davis. T'as Frank Langella qui cabotine comme pas possible en méchant. Une bouche de moins à nourrir. Non mais tu sens vraiment qu'il prend son pied, genre quand il crie. Quel bonheur! Oh, mais quel bonheur! C'est Langella qui dit ça, c'est pas son personnage. Et puis t'as des explosions partout. C'est trop cool. C'est pas deux pécores 20 minutes sur un radeau, c'est des combats d'épée. Gina qui se bat avec une murène, et Gina qui tire sur des mecs accrochés à une tyrolienne pendant que les flammes de l'enfer se déchaînent autour d'elle. Alors oui, bon, il a coûté une blinde, mais au moins ça se voit là. C'est pas genre comme dans Basic Instinct où la même compagnie a déboursé 50 millions et tu comprends pas où est passé l'argent. Enfin si, 3 millions pour le scénariste, 15 pour Douglas, 3 pour Verhoeven et seulement 500 000 $ pour Sharon Stone. Et alors, puisque bon, L'île aux pirates, c'est un peu le dernier film du studio, je vais vous faire une petite parenthèse sur l'histoire de Carolco Pictures parce que vous allez voir, c'est très rigolo. Alors, Carolco Pictures est fondée en 1976 par Andrew Vajna et Mario Kassar, qui se sont surtout fait connaître en produisant le premier Rambo, allongeant 385 000 $ à la Warner pour acheter les droits du roman, et engageant Stallone pour un salaire de plus d'1 million. Oui, c'est beaucoup, mais Kassar, il est pas là pour négocier, on lui dit un prix, il paye, en plus ça fait de la publicité. De fait, on dit souvent que c'est Carolco qui a poussé Hollywood à la surenchère, en distribuant des sommes folles à leurs étalons, genre 16 millions pour Stallone dans Rambo 3, soit plus que le budget du premier film, et pour Terminator 2, Kassar ne se fait même pas chier, il aligne 15 millions pour les droits et offre carrément alors 14 millions de $ à Schwarzy, plus un jet privé à 17 millions pour s'assurer de sa présence au générique. Alors évidemment, à l'époque, tous les autres studios le font aussi, mais c'est justement parce que Carolco a commencé ses conneries. Bon alors, quand le film il cartonne, genre Basic Instinct ou Total Recall, c'est ok, mais quand tu sors des beats comme Rambo 3 ou Air America, et bah la presse commence à se demander si ces excès sont bien nécessaires. Bon, surtout si t'ajoutes des soirées à la con comme quand ils transportent toutes leurs stars à Cannes, par jet privé, en louant 70 Mercedes juste pour se la péter. Puis je vous passe aussi les investissements foireux, comme quand ils achètent une société de VHS et foutent un type à sa tête qui se fait dessouder 2 ans plus tard avec sa femme par ses propres gamins. This is the Beverly Hills Mansion, where in 1989, Eric and Lyle Menendez shot their parents to death while they were watching TV. Et quand Andrew Vajna quitte Carolco pour fonder Synergy Pictures, eh bien ça crée une compétition débile entre les deux studios. Genre Vajna qui enchérit à 3 millions pour le script de Medicine Man, de McTiernan, juste pour le shipper à Kassar. Et quand les deux sont à Cannes, eh bien Kassar se démerde toujours pour louer un yacht beaucoup plus grand que celui de Vajna. Bref, à cause de toutes ces dépenses débiles, pendant que Terminator 2 dépasse les 500 millions au box-office américain, Carolco se tape plus de 520 millions de dettes. Et c'est là où ça devient marrant, parce qu'en 1992, à 2 doigts de la faillite, Mario Kassar obtient le soutien financier, notamment du studio MGM, détenu à l'époque par le Crédit Lyonnais, à la suite de malversations avec le sulfureux Giancarlo Paletti, un homme d'affaires italien notoire, pourtant condamné pour escroquerie. Crédit Lyonnais, le pouvoir de dire oui. Une histoire au cœur d'un des plus grands scandales financiers du début des années 90, soit dit en passant.
Je vous le disais, le désastre financier du Crédit Lyonnais qui pourrait coûter quelques 100 milliards de francs aux contribuables continue à faire des vagues avec le début d'une polémique publique entre la commission bancaire et la Cour des comptes qui met gravement en cause les anciens dirigeants de cette banque, mais aussi le manque de vigilance des autorités de l'État. Bon, tout ça pour dire que lorsque la Carolco débute la production de L'Île aux Pirates, eh bien c'est franchement pas la joie niveau capitaux. Ouais, Renny Harlin n'a tellement pas confiance que lorsqu'il signe pour réaliser le film, il demande à toucher 500 000 $ de suite de peur que le chèque soit refusé par la banque, et l'obligeant donc à faire le film quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne, ça veut dire même si ton acteur principal se barre pendant que toi tu construis les décors. Oui, au départ, L'Île aux Pirates doit se faire avec Michael Douglas, qui, pour 13 millions, accepte le rôle d'un pirate ne sachant ni nager, ni tirer, et partant à la recherche d'un trésor avec la fille d'un capitaine célèbre. Bon, en gros, imaginez À la poursuite du diamant vert, mais avec des pirates et un script acheté à 2 millions. Je ne sais pas ce que font les durs. Je ne sais pas ce que font les pirates, je ne sais pas ce que font les autres. Parce que, bon, sûrement à cause du succès de Robin des Bois, Prince des voleurs, et en prévision du Hook de Steven Spielberg, en ce début des années 90, les films de cap et d'épée sont à la mode, avec 3 films de pirates développés en même temps. L'Île aux Pirates, donc, ainsi qu'un remake du Captain Blood, chez Warner, par Oliver Stone d'abord, puis John McTiernan ensuite. Et aussi un Mistress of the Seas à la Columbia, par Jean-Jacques Hano d'abord, puis Paul Verhoeven ensuite, avec Michelle Pfeiffer et Gina Davis, oui déjà, dans la peau des célèbres pirates Anne Bonny et Mary Read. Mary Read, la femme bandit. Mais la Columbia est frileuse à l'idée d'avoir 2 personnages féminins à la tête d'un film de pirates estimé à 60 millions de budget. À titre d'exemple, Thelma et Louise avec Suzanne Sarandon et Gina Davis, en Pirates de la route, a fait uniquement 45 millions au box-office, et pourtant c'est un succès. Allô? Daryl, c'est moi. Thelma, salut! Il sait. Du coup, la Columbia transforme le film en triangle amoureux avec Harrison Ford en tête de gondole. Verhoeven, qui voulait un film de lesbienne, quitte le navire, et le studio le remplace par Renny Harlin, qui vient tout juste de sortir Cliffhanger et qui s'était fiancé entre-temps avec Gina Davis. Bon, en fait, la Columbia n'a aucunement l'intention d'engager Harlin. Non, ils font juste ça pour que Verhoeven y revienne. Et Verhoeven revient. Sauf que là, du coup, c'est Gina Davis qui se barre, oui, parce qu'elle était outrée par les manigances de la Columbia à l'égard de son fiancé. De fait, Mario Kassar leur propose de participer plutôt à son Île aux Pirates, payant le couple 5,5 millions chacun, avec 500 000 en acompte donc, ce qui permit à Harlin et Davis de financer leur mariage en Finlande. This says, the big day has arrived. Renny sends out the invitations. Wow. Cut set is invitation? Cut, is that the word for invitation? Yeah. Cut set? Yes. Ha, cut set. No, it's not Japanese. Well, how do you pronounce that? Say that. Kutsut. Hakutsut. Oh, completely different from what I was saying. Bon alors au final, Michelle Pfeiffer aussi laisse béton parce que Verhoeven insiste pour la voir à poil. Et après l'échec de Showgirls, eh bien Mistress of the Seas tombe définitivement à l'eau. C'était formidable. Et ce qui est drôle, c'est que L'Île aux Pirates a coulé 2 films de Verhoeven. Car au même moment, Paul Verhoeven est également en train de développer Crusade avec Arnold Schwarzenegger, d'après un script de Wallen Green se déroulant durant la première croisade de 1096, avec Arnold brûlant des croix pour faire croire à un miracle. Début 1994, tout va bien, on commence même à construire les décors en Espagne. Mais lorsque Verhoeven annonce à Carolco un budget de 100 millions minimum, eh bien la compagnie hésite. Schwarzy s'est pris une veste l'année précédente avec la Action Hero, bref, ça va pas le faire, non, tant pis pour les 10 millions déjà dépensés, de toute façon on n'a pas la thune, bye bye Crusade. Merci Zizi, au revoir messieurs dames. J'essaierai dans les boudoirs. Donc été 1994, L'Île aux Pirates est enfin à flot, prévu pour débarquer en salle le 4 juillet de l'année suivante. Mais Renny Harlin fait réécrire le script afin de donner plus de consistance à sa femme, ce qui vexe le Michael qui se tire en pleine pré-production, laissant L'Île aux Pirates donc sans son acteur principal à quelques semaines du tournage. Gina pense que c'est plié et que le film ne va jamais se faire, mais la Carolco, qui vient déjà d'annuler un blockbuster avec Crusade, insiste, et comme elle et son mari ont déjà touché 500 000 $, eh bien ils sont donc obligés contractuellement de finir le film, quoi qu'il arrive, ajoutant une masse de pression sur la pauvre Gina, forcée de porter tout un film d'action sur ses épaules. J'espérais que vous me trouveriez ivre morte, monsieur Glasspool. Il se passe des choses très graves là-haut. Morgan, votre place est sur le pont. Un film de pirate en plus, un genre qui n'a pas connu de succès depuis les années 70, et même pendant la grande époque, eh bien les rares avec une flibustière s'étaient soldés par des échecs. Le capitaine Providence n'est pas un homme, mais une femme. Une femme?
C'est impossible. Puis ok, Gina avait connu quelques succès par le passé, genre Beetlejuice, Thelma et Louise, ou Une équipe hors du commun, mais elle était toujours en duo, ou trio, jamais toute seule. Et souvent dans le rôle d'une bonne épouse qui tourne la carte, c'est marrant, hein, butant son mari mutant, ou braquant une station-service. La première fois qu'on s'est parlé, vous étiez du genre « En flûte, j'ai brûlé tous mes muffins ». Et maintenant, si vous entriez dans un bar, les marins sortiraient atterrés par votre vocabulaire. Comment ça se fait? C'est gentil de remarquer. Bref, pour sauver le coup, Renny Harlin injecte 1 million de son propre pognon afin de réécrire un script sans Douglas, et écume tout Hollywood pour remplacer Michael. Mais personne veut tourner dans son film parce qu'ils savent tous que la Carolco est en ruine et ils ont tous peur que leur chèque soit en bois. Finalement, Harlin réussit à convaincre Matthew Modine, le docteur Brenner dans Stranger Things, qui faisait Joker aussi dans Full Metal Jacket, et qui pense que ce film donnerait un coup de boost à sa carrière. Et pendant que Harlin cherche son acteur principal, Mario Kassar, lui, fait construire les décors à Malte. Sauf que, quand Harlin débarque finalement dans l'île, il fait reconstruire tous les décors. Écoutez tous, tas de brigands, on va voir ce que vous pouvez faire. Ouais, en effet, Vic Armstrong, le responsable des cascades, qui avait notamment doublé Harrison Ford dans les Indiana Jones, avait convaincu Harlin de remplacer toute une scène de combat à l'épée dans Port-Royal par une séquence de poursuite en chariot à la Apocalypse Now, avec tout le port qui explose pendant que galopent nos héros, nécessitant du coup de changer tous les décors déjà construits depuis des semaines. Vous passez pas inaperçu quand vous voyagez. Par Norman Garwood en plus, le type qui s'était déjà occupé des décors de Hook et Princess Bride, donc pas un type réputé pour la petite dépense. Et bien leur en a pris parce que j'adore cette scène. Ok, tu piges trop pas pourquoi la marine fait feu sur ses propres bâtiments, mais c'est cool. Tu vois les deux acteurs constamment parce que l'attelage est conduit de l'intérieur, Gina se mouille en faisant ses propres cascades. Bon, en fait, c'est truqué. Oui, curieusement, c'est le seul moment où la caméra est fixe et tu vois en fait au ralenti que c'est deux plans fusionnés en un seul. Puis pareil, là la table a été filmée à part. Ouais, c'est un fond bleu. Bon, après, elle fait beaucoup de choses quand même, Gina, mais c'est truqué. Mais malgré ça, toute la scène reste quand même impressionnante et kudos aux cascadeurs et cascadeuses qui se sont tapés le boulot. Et si les explosions ont de la gueule, c'est normal, elles sont supervisées par Alan Hall, qui s'était auparavant fait la main sur Backdraft, un film avec quasiment que des explosions. Ouais, ici tout explose, le port, la taverne, les bateaux, souvent juste à côté des comédiens, avec quelques flammes rajoutées en post-prod aussi parce que faut pas déconner. Bref, le tournage débute donc à Malte en novembre, du côté de Fort Ricasoli pour le passage de la vente aux enchères, un fort qu'on voit dans Game of Thrones d'ailleurs, et c'est la prison turque aussi de Midnight Express. Tandis que toute la séquence de destruction de Port-Royal est tournée sur le quai Zetierrisk à Vittoriosa, toujours à Malte, modifié pour l'occasion. Enfin, la majeure partie des séquences sur les navires, notamment le gros combat final, est filmée sur des barques réaménagées dans les gigantesques bassins à débordement du Mediterranean Film Studio, où Chabat a aussi tourné les séquences des pirates d'Astérix Mission Cléopâtre. Coupé! Très bien! Alors je pourrais dire que le tournage maltais s'est déroulé sans accroc, mais c'est pas vrai en fait. Le producteur David Nichols quitte le projet avant le premier tour de manivelle, l'acteur Oliver Reed est viré dès le premier soir après avoir voulu montrer à Gina Davis ses serres d'aigle tatouées sur sa bite. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Le directeur photo Oliver Wood se brise la cheville en glissant sur le pont, alors du coup il est remplacé par Peter Levy, qui va aussi le remplacer sur Broken Arrow. Bon, il faut payer une fortune pour faire venir les chevaux, il perd 3 jours pour reconstruire une barque qui a pris feu à cause des explosions, sans oublier les 9 jours infernaux lors de la scène de la tempête, avec des tonnes d'eau sur la gueule des acteurs, en tenue d'été, mais avec une température avoisinant les moins 2 degrés, parce que c'est tourné en hiver. Bon, faut dire qu'Harlin est coutumier du fait. Pour cette scène de peur bleue, la vitre s'est pétée trop tôt, déversant les tonnes d'eau sur des acteurs non préparés. Et la scène fut gardée. Je ne sais pas qui de lui ou de James Cameron est le plus zinzin en fait. Et Matthew Modine n'a pas été le mieux loti du tournage, blessé à maintes reprises comme quand il se prend un baril surprise sur le coin du crâne, et des trompes d'eau sur la tronche pendant des heures. Et quand le chef opérateur Nicola Peccolini commence à se plaindre des conditions de tournage et des mauvais traitements d'Harlin, il est viré. Et 24 personnes quittent le film en signe de protestation. Et là, c'est que le tournage à Malte.
Ils sont pas encore partis en Thaïlande. Surtout que, pendant que Arlene fait reconstruire tout Port-Royal et dépense 15 000 $ aussi pour faire venir son chien, oui, en lui donnant même un rôle dans le film, voilà, c'est Thor, c'est lui, il est mignon, la Carolco, elle, cherche des thunes pour financer tout ça, et revend les droits de distribution de ses futures productions Lolita et Showgirls à Chargeur, un groupe textile géré par Jérôme Sédou, le grand-papa de Léa, qui a aussi racheté la compagnie Pathé à Giancarlo Paletti en 1990, vous voyez, on y revient. Notre monde est tout petit. Et pour économiser sur les coûts, ils ne font construire qu'un seul gros navire, à Phuket, en Thaïlande, au lieu des deux nécessaires. Oui, en fait, ils ont d'abord construit le Morning Star de Gina Davis, à partir d'un bateau de pêche, auquel ils ont rajouté divers accessoires pour le transformer en Reaper, le navire de l'Angela. Donc ils ont d'abord tourné toutes les scènes sur le Reaper, puis pendant qu'Arlene et ses potes filmaient les plans à terre, ils ont enlevé toutes les pièces pour le retransformer en Morning Star et tourné ainsi le reste des scènes. Ouais, les deux bateaux ont donc été filmés à 2 mois d'intervalle. Non, je ne vous raconte pas les galères de logistique quand tu les vois tous les deux à l'écran ou pour la poursuite finale. J'ajoute que tout l'équipage tombe malade pendant 10 jours parce que ces cons ont osé boire de l'eau, et que pendant qu'ils tournent tout ça, t'as Tank Girl qui sort au cinéma, puis le très cool Mort ou Vif de Sam Raimi, soit 2 films d'action avec une femme dans le rôle principal. T'es mignonne, Pas toi. Et les deux font des bides, foutant encore plus la pression à Gina Davis, et c'est pour ça que tu la sens super stressée tout au long du film. Que celui qui voudrait me défier arrache cette dague. Bref, arrivé en mars, la Carolco comprend que le film ne sera jamais prêt à temps, et repousse la sortie pour Noël 1995, pile le même jour, curieusement, que le Nixon, produit par Andrew Vajna. Mais du coup, sans blockbuster pour l'été, la Carolco fait faillite le 11 novembre 1995, et refourgue donc L'Île aux Pirates à la MGM, donc le Crédit Lyonnais, qui paye de sa poche 18 millions pour le marketing. Le Crédit Lyonnais a pris des risques, d'énormes risques, il est passé à la caisse. Forcément, toute cette mauvaise presse n'aide pas le film, qui sort donc le 23 décembre 1995, aux côtés de Nixon, Balto, Mort subite, Dracula, mort et heureux de l'être de Mel Brooks, ainsi que Tom et Huck, un film d'aventure produit par Disney et scénarisé par Stephen Sommers, où nos deux gamins partent à la recherche d'un trésor pirate. Bon alors tous ces films ont fait un bide, mais moins que L'Île aux Pirates. Genre Balto, il a remporté 11,3 millions de $, et lui aussi a coulé un studio. Bon, tout ça c'est bien beau, mais au final, ça raconte quoi L'Île aux Pirates ? Eh bien en gros, c'est l'histoire de Morgan Adams, qui hérite du bateau de son papa et de la carte tatouée sur son crâne. C'est la peau du crâne de son père. Parce que Dog, ici présent, c'est le nom du méchant, veut mettre la main sur un trésor fabuleux. Il y a d'ailleurs mis du sang partout. De fait, elle va donc faire équipe avec William Shaw, un voleur un peu nul, parce que la carte est en latin. C'est en latin. Et que c'est le seul de tous les Caraïbes à savoir lire le latin. Et les deux vont donc passer d'île en île en faisant tout péter et en récupérant à chaque fois un morceau de carte gravé sur un truc différent. Là c'est le crâne de son père, là c'est un morceau de bois. J'ai dessiné un plan sur ce biscuit. Il sera en sécurité dans le bec de Fifi. En résolvant des énigmes qu'on croirait écrites par l'homme mystère. M-C-D-L-V-I. Ça fait 14,56. C'est évident, 13 correspond à M. 1 devient A, 8 devient H et 5 devient E. M-A-H-E. Jusqu'à trouver le trésor qui fait assez pitié avec son petit monticule. Je veux dire, même à Disneyland Paris, dans l'attraction Pirates des Caraïbes, il est plus impressionnant. Et le dernier tiers du film, c'est quoi ? C'est des explosions, de la tyrolienne, un combat sur un mât qui s'annonçait cool sur le papier, mais bon, moi tout ce que je vois, c'est 2 clampins qui galèrent à grimper sans aucune raison, pendant que l'équipage il attend, et à la fin, une fois arrivé tout en haut, ils savent même plus quoi faire. Songe à ce que nous pourrions faire ensemble. Joins-toi à moi. Et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils. J'espère que c'est pas un otage. Bon, en fait, elle s'en sort. Mais j'adore ce film. Bon, ok, tu sens que le film a été écrit au jour le jour à cause de dialogues comme celui-ci. Cette nuit, vous avez tiré votre dernier coup. Ou celui-là. Si je te montrais la mienne, j'aurais le droit de profiter de la tienne. Ok, chaud, c'est un peu un boulet que Morgan doit sauver une bonne demi-douzaine de fois. Et recommence pas, hein.
Et ok, le film n'est absolument pas original et suit à la lettre le cahier des charges du genre, avec le supplice de la planche, une vente aux esclaves, une mutinerie, une tempête et de la canonnade. Mais je trouve que ça ajoute à son charme. Gina se démène comme une diable, Maudine est bondissant, l'Angela prend son pied, t'as Francis de Malcolm. Oh merci les gars, c'est sympa de vous en faire pour moi. Tout le monde a l'air content d'être là, t'as des explosions, des cascades à l'ancienne, des maquettes, des mannequins, de beaux décors naturels, et c'est beaucoup moins long qu'un Pirate des Caraïbes. Non franchement, moi j'adore ce film. Et puis la musique est super cool, écrite par John Debney, alors que les fans de Disney doivent connaître, puisque c'est le compositeur de l'excellente musique du Phantom Manor à Disneyland Paris. D'ailleurs, que ce soit Frank Langella, Gina Davis, Renée Harlin ou Matthew Modine, eh bien tous aiment ce film en fait, et je trouve qu'il ne mérite pas sa réputation de fossoyeur. Oh, mais elles sont à l'envers. Je vous assure, madame, qu'elles sont parfaitement normales. Non, je parlais des lettres. Et quand l'année suivante, Renée Harlin et Gina Davis sortent le pourtant très chouette Au revoir à jamais, eh bien c'est de nouveau un bide. On a sauté du 3e étage. Ah oui, c'est bien. Si vous êtes sage, demain je vous emmène au zoo. Peut-être parce que le public gardait en mémoire l'échec de l'île aux pirates, ou peut-être que la presse était surtout focalisée sur l'enchère record de 4 millions de dollars pour le script de Shane Black. D'ailleurs, après l'échec du film, plus personne ne voulait de Shane Black à Hollywood. Et tant qu'on est dans la malédiction de l'île du Traquenard, eh bien la même année, le Crédit Lyonnais revend enfin la MGM au milliardaire Kerkor Kerkorian, le 18 juillet 1996, après des bides comme L'île aux pirates donc, mais aussi Biodôme, la fausse suite de Bill et Ted, ou Mémoire suspecte avec Ray Liotta, perdant ainsi dans l'affaire 900 millions de dollars de plus-value. Et le 5 mai 1996, le siège social du Crédit Lyonnais prend feu mystérieusement à la suite d'un incendie criminel. Tout le matériel informatique de la salle des marchés est parti en fumée. En tout, 6000 mètres carrés de bureaux ont été dévastés. Demain matin, les 2500 employés du siège central ne pourront sans doute pas rejoindre leur travail. Et un an plus tard, le reste de ces archives crament également dans un entrepôt au Havre. Quel talent! Le 26 août 1997, Gina Davis et Renée Harlin divorcent après que ce connard ait mis son assistante enceinte. Do you have unpleasant feelings or thoughts about your ex-husband now, or is you pretty well over that? Gee, talk about it with you in front of millions? Good idea. Puis, alors libérée de ce poids, Gina retrouve un moment le succès grâce à son rôle de bonne épouse pour le Stuart Little de Rob Minkoff. Se lance dans le tir à l'arc professionnel pour tenter de participer au JO de Sydney. Et depuis les années 2000, eh bien on la voit surtout à la télé, dans des séries qui marchent au pas. Et dans Grey's Anatomy quelquefois. Renée, lui, après quelques daubes, fait dorénavant des films en Chine, et pour Andrew Vajna et Mario Kassar, eh bien, après la faillite de Carolco et Synergy, les deux vont recommencer leur connerie, en créant la compagnie C2 Pictures, pour Carolco 2 en fait, en 2002, et produisant un Terminator 3 pour 190 millions, avec 15 millions pour les droits, 5 pour le script, et 29 millions pour Schwarzy en pay or play, c'est-à-dire qu'il touche son blé que le film se fasse ou pas. Et ces deux ferment définitivement boutique en 2008. Kassar tente alors sans succès de relancer la franchise Terminator d'abord, puis Carolco Pictures à nouveau, de 2015 à 2017. Enfin, Vajna, lui, est reparti dans sa Hongrie natale, à la tête de la Commission cinématographique nationale, et a ainsi permis à James Cameron de produire un nouveau volet de Terminator à Budapest. Par contre, Andrew Vajna ne verra jamais le film terminé puisqu'il est décédé le 20 janvier dernier. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit.